Bienvenue dans l'émission L'Europe en 43 minutes, émission, vous le savez, portée par la Maison de l'Europe de Tours, Europe Direct à Tours. Et aujourd'hui, je reçois Monsieur Roland Nicolin, qui est consul de Hongrie à Tours. Monsieur le consul, merci d'être venu. Bonjour et merci de votre présence. Je suis ravie de vous recevoir. Et donc, je vais vous poser plein de questions. Et peut-être que la première, si vous voulez bien, c'est de nous dire qu'est-ce que c'est qu'un consul. Parce que je crois que beaucoup de gens manipulent ce terme, mais sans savoir, sans mettre de contenu. D'abord, bonjour Madame la Présidente. Merci à la Maison de l'Europe de m'avoir invité. Merci aussi à RCF de m'accueillir. Nous y venons ponctuellement avec les ambassadeurs successifs et on est toujours très bien accueillis. Donc, merci d'abord de cette invitation. Qu'est-ce que c'est qu'un consul ? Il y a, si je puis dire, deux sortes de consuls, des consuls de carrière et des consuls honoraires. Ce mot honoraire est un mot qui prête à confusion en France. Parce que un maire honoraire, c'est un maire qui a très bien travaillé et à qui on décerne l'honorariat et qui n'a plus aucune responsabilité. Oui. Un consul honoraire a beaucoup de responsabilités, moins qu'un consul de carrière. Et donc, c'est une anecdote que j'aime bien raconter parce que il y a quelques années, 2 fois ça m'est arrivé. Un jour, une secrétaire d'une grande entreprise me téléphonait et elle me disait « Monsieur, est-ce que vous pourriez me passer le consul, celui qui travaille ?» Effectivement, l'honorariat, dans la tête des Français, c'est fini, il n'a pas de fonction. C'est une fonction représentative si on veut, mais surtout honorifique. Ce n'est pas le cas. Donc le consul de carrière est un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères du pays dont il dépend, qui a la nationalité et qui à ce titre a un traitement. Bien. Un consul honoraire peut ou ne peut pas avoir forcément la nationalité. Il exerce des prérogatives. Il a bien sûr une attestation de fonction qui est délivrée par le ministère des Affaires étrangères français, puisque nous sommes en France, pour lui permettre d'exercer. Et donc, il a... c'est assez différent suivant... son origine, si je pourrais dire, professionnelle. Ici en France, nous sommes 10, plus ceux qui sont dans les territoires métropolitains, comme par exemple la Guyane, et nous venons tous de milieux différents. La première des choses, c'est d'assister les nationaux du pays que l'on représente en cas de difficulté. D'accord, oui. Il y a très peu de difficultés ici, il y a peu de Hongrois. Oui. Il y a des pays qui sont beaucoup plus sollicités. Je pense par exemple à mon collègue du Portugal, qui est également avocat. Il y a un fort déplacement de population portugaise au siècle dernier. Ils sont devenus francophones et francophiles, bien sûr, mais ils ont encore des relations. Donc il y a une grande communauté. Il n'y a pas une grande communauté hongroise en région centre. Vous savez que l'État français ne permet pas de faire de recensement par nationalité. Oui. Et ceux qui sont ici, en général, sont issus de la seconde ou de la 3e génération après 1956 et ce drame en Hongrie. Dont on va reparler, bien entendu. Ils sont arrivés, voilà. Et donc, moi, par exemple, je fais du relationnel avec les universités, avec les lycées agricoles. Tout ça dépend souvent d'un chef d'établissement. Un chef d'établissement est très intéressé, je ne citerai pas lesquels, par la Hongrie, le suivant n'y voit pas d'intérêt. Donc, ça varie beaucoup. Mais des échanges d'étudiants, beaucoup, c'est fait avec l'IMT, l'Institut des métiers et technologies de la pharmacie. Beaucoup de jumelage. Plus que la Hongrie est un gros producteur de médicaments. Et la région centre aussi, on l'ignore beaucoup. On parle toujours pour les médicaments de la vallée du Rhône, mais la région centre est un très gros producteur de médicaments. Et quand il y a médicaments, il y a aussi pour les dames tous les cosmétiques, parce que c'est de la pharmacie. Sinon, en se mettant des crèmes sur le visage, ce serait épouvantable. Donc c'est de la pharmacie aussi, la cosmétique. Tout à fait. Oui, c'est un grand centre, la région centre. Écoutez, merci de ces précisions, parce qu'effectivement, je crois que c'était important de rappeler ce qu'est un consul, et parce que c'est pas toujours bien connu, bien compris. Alors,
j'ai une seconde question tout de suite pour vous. Quels sont vos liens avec la Hongrie? Est-ce que vous avez une ascendance hongroise ou est-ce que c'est un peu le hasard de la vie professionnelle et des rencontres qui vous ont fait vous intéresser à la Hongrie particulièrement? Je n'ai aucune ascendance avec la Hongrie, ni de près ni de loin. En 1989, à la chute du mur de Berlin, Oui. le président Mitterrand s'est inquiété du poids de l'Allemagne. Il a été fondé à l'époque la Fondation France-Pologne. Quelques années plus tard, il a été créé à la demande des Hongrois, Initiative France-Hongrie, et puis il y a eu aussi France-Bulgarie. Dans la première version de la Fondation France-Pologne, la France a accueilli environ 1 millier de militants de Solidarnosc qui ont été placés dans des mairies, des conseils généraux, des conseils régionaux pour leur expliquer la différence de culture, la grande différence qu'il y a entre un État communiste et un État libéral. Et sur ce millier de jeunes personnes qui étaient venues, tous ont été élus à des degrés divers, naturellement. Et donc, comme ça a marché très bien à partir de 1990, en 1994, le président de la République à l'époque, le président Madel, a demandé à la France de créer une structure semblable qui s'est appelée Initiative Centre Hongrie. Cette structure a eu pour but de les aider à passer d'un communisme pur et dur à un régime plus libéral. Et c'est dans ce cadre qu'on m'a demandé d'aller à la fois en Pologne et en Hongrie. D'accord, merci bien. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Vous écoutez l'émission L'Europe en 43 minutes et je reçois aujourd'hui donc Monsieur Roland Nicolin, consul honoraire de Hongrie à Tours. Et après nous avoir expliqué un petit peu ce qu'est un consul et comment il est arrivé à être consul de Hongrie, eh bien, on va peut-être s'intéresser maintenant à la Hongrie, proprement dit, et bien entendu... je pense que pour beaucoup de nos auditeurs, la Hongrie, sur la carte, c'est pas toujours très facile à placer. Son histoire n'est pas forcément très connue. Donc, peut-être situer la Hongrie dans l'environnement européen, puisque nous sommes dans une émission européenne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa situation géographique, historique ? Oui, d'abord la Hongrie, nous sommes dans une ville où il y a le tombeau de Saint-Martin. Absolument. Saint-Martin est né entre 316 et 317 en Pannonie, près de Szombathely pour les Français, la ville de Szombathely qui s'appelait Savaria. Et donc c'est à l'époque l'Empire romain qui englobe toute l'Europe et tout le bassin méditerranéen, y compris la Turquie, y compris la Judée, enfin voilà, y compris bien sûr les pays du Maghreb qui sont sous domination romaine. Mais ça va changer parce que à partir de 370, très à l'est, les Huns qui viennent d'une région qui est au nord de la Perse, au-delà de l'Oural. Les Huns traversent la Volga et font une poussée progressivement, comme beaucoup d'autres tribus, d'est vers l'ouest, parce qu'ils sont poussés par les Mongols. Et une première petite image qui va permettre de comprendre peut-être les différences culturelles importantes. Les Huns arrivent donc, ils s'installent dans la plaine du Danube, c'est-à-dire le long du Danube. Bon, c'est des cavaliers remarquables. Et quand on parle d'Attila, par exemple, ici, pour les personnes d'un certain âge comme moi, on a appris à l'école Attila, où son cheval passe, l'herbe ne repousse plus. Bon, on voit ça comme ça, mais Attila, c'était un très vaste empire. Très, très vaste empire. Oui. Alors, cet empire d'Attila il n'y avait pas des Huns partout, mais il dominait des tribus qui payaient l'impôt. Bien. Il est venu souvent chez nous, Attila, en 451, donc il a fait un périple, il a brûlé Strasbourg, il a brûlé Metz, il est remonté, il a brûlé Cologne, il est revenu, il a brûlé Orléans, Amiens, il est retourné, et il est mort en 453 dans une tombe qui n'a pas été retrouvée à ce jour, près de la Tisa. La Tisa, c'est la rivière de cœur des Hongrois, à l'est du Danube. Ce que je disais
pour la différence de culture, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes garçons actuellement en Hongrie qu'on appelle Attila. Qui s'appelle Attila, oui, tout à fait. Et pas simplement ceux qui font des bêtises. Il y a Attila, et puis il a plusieurs épouses. Il y en a une, alors je vais le prononcer à la française, qui s'appelle Ildiko, et il y a beaucoup de jeunes filles qui s'appellent Ildiko. C'est-à-dire que Attila, chez eux, c'est une référence. Chez nous, c'était plutôt un repoussoir. Vous voyez que c'est... Voilà. C'était quelqu'un qui parlait latin, qui parlait grec, et qui a vécu à la cour de Constantinople. C'est pas du tout quelqu'un qui sortait de la steppe et qui ne connaissait rien. Hein. Absolument. Et c'est le fils d'un roi qui s'appelle Murzouf, et Attila qui parle unique. Alors, c'est du chamanisme, mais il va être tolérant avec les territoires qu'ils vont conquérir. Il va être tolérant au niveau religieux. Oui. Après, les Huns vont traverser les Goths, les Lombards, qui ne vont pas rester, vont arriver les Avars. Les Avars arrivent vers 566, 67, ils arrivent par vagues, ils viennent de l'Est, toujours. Et eux vont supprimer les évêchés. Entre 568, où ils arrivent vraiment, et 580, il n'y a plus d'évêchés. En Hongrie, donc eux ne sont pas du tout tolérants, et ce peuple va rester à peu près 3 siècles, voilà, après les Huns. Mais ils vont fusionner. Tous ces gens viennent du nord de la Perse, parlent à peu près la même langue, c'est du finno-ougrien, et il y a une multitude de tribus qui vont se disperser dans toute l'Europe. Un rameau va aller vers les Carpates, et puis un rameau va aller en Finlande. En Finlande, oui. Et un des ambassadeurs qui a été en poste ici, par le passé, était allé en Finlande, et il disait, j'entendais qu'il parlait du très vieux hongrois, je ne comprenais pas, mais je sais bien que c'était les mêmes racines. C'était la même racine, oui, voilà, tout à fait. C'est intéressant. Et c'est étonnant, parce qu'on a un troisième peuple qui est proche du point de vue de la langue, c'est le peuple basque, finno-ougrien. Alors, ça isole quand même un peu la Hongrie au cœur de l'Europe, puisque c'est le seul pays, la Finlande est quand même un peu excentrée par rapport à la Hongrie, et donc ça isole, c'est peut-être un facteur d'isolement de la Hongrie, cette affaire. C'est un facteur très important ce que vous soulevez là. Ce ne sont ni des Slaves, ni des Germains, ni des Latins. Ils vont donc, toute leur existence, ils vont donc se sentir comme assiégés. Hein, vous voyez, une tour assiégée. Oui. Ça va développer chez eux une culture particulière, une mentalité particulière. Ils sont dans le bon terme, c'est un mot qui n'est plus très bien accepté en France, ils sont nationalistes, ils défendent leur nation. Ils ont la nation hongroise dans le cœur, dans le sang. Et donc, voilà. Et comme autour, ils se sentent, souvent, ils l'ont été d'ailleurs agressés. Agressés, oui. Que ça développe un comportement particulier. Mais cette langue tellement difficile, avec 17 déclinaisons, cette langue leur permet maintenant, par la tournure d'esprit, par la tournure mentale, d'être très bon en mathématiques, en informatique, en chimie lourde, donc bien entendu, par exemple, en médicaments. Et puis, la Hongrie a plus de prix Nobel que la France, pour un pays de 10 millions d'habitants par rapport à 68 millions. Il va falloir se rattraper, là. Il va falloir faire des efforts. Au pied de la lettre vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire présentent leurs livres et nous font découvrir leurs univers ainsi que leurs personnalités. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héningue, c'est chaque dimanche à 23h. RCF, l'Europe en 43 minutes. Vous écoutez RCF, l'Europe en 43 minutes, avec Monsieur Roland Nicolin, consul honoraire de Hongrie en Touraine. Et nous sommes en train de parler donc un peu de l'histoire de la Hongrie, donc de ce pays un peu enclavé au sein de l'Europe, qu'il est quelquefois difficile de fixer sur une carte quand on n'est pas très géographe. Donc j'invite tous nos auditeurs à se munir d'une carte, puisque à la radio on ne peut pas leur montrer, pour situer la Hongrie. Alors peut-être une question sur les grandes périodes historiques, parce que on a vu le début avec les Huns, les Avars, donc un début
un peu en force. Et bien sûr, là, vous avez prononcé le mot d'évêché, Saint-Martin, la chrétienté, le choix du christianisme. On pense au roi Étienne, bien sûr. Et quelles sont un peu les grandes étapes de l'histoire de la Hongrie ? Une grande étape, c'est l'arrivée d'Arpad qui va donner la dynastie arpadienne jusqu'en 1301 où ça va être les Naples-Anjou. Alors, Arpad arrive, il arrive avec 7 tribus, à peu près 20 000 cavaliers, à peu près 100 000 familles, environ 500 000 personnes, alors que le peuple avar ne représentait qu'entre 100 et 200 000. Donc c'est vraiment là un choc. Un choc. Et donc Arpad arrive, il a Taxoni, son fils, il a son petit-fils Géza qui est prince, et puis il y a enfin Vach, c'est le futur Saint-Étienne, Istvan, qui décide en l'an 1000 de se faire chrétien. Et c'est Sylvestre II qui envoie la couronne de Saint-Étienne. Donc c'est un basculement très important, puisque ce peuple choisit l'Occident et la chrétienté par rapport aux peuples aux alentours, qui sont soit des Germains et qui sont bien entendu des chrétiens mais orthodoxes, soit des Slaves qui sont encore sous le régime du chamanisme. Bon, donc c'est un rattachement définitif. Cette dynastie va régner jusqu'en 1301. Il y a un premier apogée entre 1180, dans les années 1186 à 1190, avec un très grand roi. Donc le pays se développe bien, tout se passe bien, jusque la fin des derniers Arpadiens. Entre deux, avant 1301, il y a un événement extraordinaire, c'est 1242-1243, les Mongols arrivent. Les Mongols. C'est le petit-fils de Gengis Khan ou Gengis Khan qui arrive. C'est Bakukan qui arrive. Le dégât, c'est inimaginable. Ils ne font pas de prisonniers, ils rasent tout. Et donc, il y a encore une expression actuellement en hongrois qui dit... pour quelqu'un qui se voudrait presser, écoute, les Tatars, les Mongols ne sont pas dans la plaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une urgence absolue à partir ou à fuir. Mais il y avait l'urgence en 1241, puisque quand la Hongrie, l'Autriche étaient assiégées par les Mongols, on sonnait le tocsin à Paris. Donc on sentait que c'était tout l'Occident qui était sous la menace, et heureusement, il y a eu... Alors, bon, c'est quand même quelque chose d'épouvantable. Et puis, le roi, à l'époque, Bella IV, le roi Bella, s'enfuit. Il se noie. Bon, sa femme part avec ce qu'elle peut du trésor, et sa femme, qui s'appelle Marie de Habsbourg, va être 25 ans reine des Pays-Bas. Mais bon, quand même, ces Mongols avaient poussé devant eux aussi des tribus magyares, Eit Magyars, les vieux Magyars, des Koumans. Les Koumans, ce sont des Magyars qui arrivent et ils sont accueillis, sont très bien accueillis par les gens en place. Les gens en place écrivent, les chroniques disent que ceux qui arrivent ont plus d'1 siècle de retard dans la façon de s'habiller, la façon de cultiver les terres. Bon, ils sont très en retard, mais ils vont être absorbés. Eux aussi fuient les Mongols. Donc il y a toute cette Europe qui recule face aux Mongols. Mais vous savez, les Magyars avaient l'habitude de voyager, de faire des rapts. Déjà, dans les années 920, ils sont venus à Châtillon-sur-Indre. Vous voyez, ils ont assiégé la tour de Châtillon-sur-Indre. Oui, tout à fait. Donc, ça n'est pas prêt à cheval. Oui. Donc, ça a été une grande période. Et puis, ce qui va suivre dans l'histoire de la Hongrie, c'est un moment important quand on est français, puisque les liens entre la Hongrie et la France vont être particulièrement forts avec l'arrivée de la dynastie angevine de Naples, qui prend le pouvoir donc en Hongrie. Et, les Naples-Anjou. Les Naples-Anjou, qui deviennent roi de Hongrie. Le garçon qui arrive là-bas réclamer son héritage, il a une 12aine d'années. Et puis, ça va bien se passer, c'est Charles Ier. Et puis, il va y avoir une grande dynastie des Naples-Anjou qui va régner jusqu'environ dans les années 1580, avec
Lajos Nagy, hein, le grand Lajos. Et donc, c'est la deuxième apogée hongroise, si je puis dire. Oui. Voilà, c'est la deuxième apogée. RCF, l'Europe en 43 minutes. Alors après ces périodes d'apogée, on va rentrer dans des périodes un peu sombres, et notamment lorsque la Hongrie va être menacée et attaquée par les Ottomans. C'est évidemment la terrible bataille de Mohacs qui va en être un peu le symbole. Donc le 29 août 1526, si je ne me trompe pas. Oui. Donc cette bataille tout à fait monstrueuse qui reste comme un traumatisme dans la conscience hongroise. Après la mort d'un très grand roi, Mathias Corvin, qui avait fait une bibliothèque extraordinaire, qui est mort en 1490, il n'avait pas de fils légitime. Il a tenté de mettre un fils illégitime sur le trône, et puis la noblesse hongroise l'a refusé, et donc l'État était en proie à des divisions, des querelles, et donc la monarchie était affaiblie. Par contre, il y avait une poussée ottomane. Alors, dans les Ottomans, c'est une petite précision, mais l'Empire ottoman ne s'est pas contenté que d'envahir l'Europe de l'Ouest. Il avait repris l'Égypte, et il était en Perse. Donc, les Ottomans, c'est un conglomérat de soldats, d'officiers, de sous-officiers de différentes nationalités, mais il y a des Turcs. Alors, ce sont les Turcs qui dirigent, mais pas toujours. Par exemple, si on se rappelle de Salah el-Din, c'est un Kurde, ce n'est pas un Turc. Mais et donc, effectivement, il y a la terrible bataille de Mohacs, c'est une défaite épouvantable. Les Hongrois alignent environ 26 000 hommes. Soliman le Magnifique, il en aligne à peu près 100 000. C'est une déroute pas possible. Il y a 10 000 morts, il y a 16 000 prisonniers, et pendant 3 jours, ils vont décapiter un prisonnier sur 2. Et donc, ça va avoir des conséquences terribles. Après, les femmes sont emmenées comme esclaves, les hommes sont tués, et ça va durer parce que Budapest ne tombe pas tout de suite. Néanmoins, dans l'inconscient collectif, et ça a eu des répercussions jusque maintenant, Budapest a été occupée 145 ans par les Turcs, avec des gens à qui ils ont distribué des prébendes, mais qui n'étaient pas tous turcs, et très peu de collaborateurs, très peu de Hongrois sont devenus musulmans, et 165 ans la Hongrie. Donc la Hongrie a été éclatée en 3 morceaux. Un morceau, la Transylvanie, qui est sous les ordres d'un prince qui se déclare vassal des Turcs et qui paye l'impôt. Un morceau, le nord de la Hongrie, qui résiste avec les Autrichiens et la maison de Habsbourg. Et puis un morceau, un tiers de la Hongrie, qui est complètement sous dépendance ottomane, turque. Ça dépend de l'Empire, ça dépend de qui ils mettent pour les représenter. Alors, il y a eu ce choc très important des Ottomans, des fêtes de Mohacs, puis il y aura peut-être une deuxième grande période aussi de choc, qui va être l'Autriche. Le fait que l'Autriche s'impose en Hongrie. Les Français ont une vision très romantique des choses. Je ne suis pas sûre que les Hongrois la partagent. Alors, les libérateurs deviennent des occupants. Voilà. Les libérateurs deviennent des occupants, et dans la partie soutenue par l'Autriche, il y a régulièrement des soulèvements. 1600. Il va y avoir 6 soulèvements entre 1600 et après il y a les guerres d'indépendance, 1704, 1711. Bien, à chaque fois que les Hongrois pensent gagner et dominer, la maison d'Autriche fait appel à la maison russe. Ils sont des familles, et les Russes viennent écraser les Hongrois régulièrement. Pour revenir à cette occupation de 165 ans, de cette occupation par l'Empire ottoman, par les Turcs, ça a laissé des traces très très profondes. Et quand on a vu ce 1,5 million de Syriens qui a traversé la Hongrie, un vieux sentiment de peur
d'inquiétude s'est réveillée. Et ce qui n'avait pas été compris en France, notamment, a été très, très médiatisé en Hongrie avec cette construction de frontières. Mais quand on construisait cette frontière en Hongrie d'environ 180 km, où toute l'Europe disait que c'était scandaleux, bien, l'Espagne, à Tanger ou à Ceuta, construisait des remparts extraordinaires pour empêcher les gens d'Afrique subsaharienne de passer. Et puis à Calais, notre ministre de l'Intérieur de l'époque, dont je tairai le nom, a expliqué sur les plateaux de télévision qu'il mettait des compagnies de CRS supplémentaires pour les endiguer. Donc ce qui n'était pas tolérable, et donc c'était mal vécu forcément en Hongrie, ce qui n'était pas tolérable à la frontière hongroise, était très très bien toléré en France. Et oui, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et effectivement, on peut difficilement plaquer sur le temps présent. C'est évident que l'histoire de ces invasions a été quand même très forte dans toute cette Europe centrale, et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Non. RCF à Chinon 103.8, à Vendôme 101.9. Merci d'écouter RCF, l'Europe en 43 minutes, avec Monsieur Roland Nicolin, consul honoraire de Hongrie en Touraine. Et vous venez d'écouter un petit début de la deuxième rhapsodie hongroise de Franz Liszt, donc un des compositeurs hongrois d'origine, très connu, je rappelle, 1811-1886, et donc c'est un des génies du piano, un ami de Chopin, le beau-père de Wagner. Donc c'est vraiment un des personnages clés de la musique romantique, et donc c'est toujours agréable de l'écouter. Et vous me disiez, Monsieur Nicolas, pendant qu'on écoutait ça, que c'était les paysages enneigés de la Hongrie et le pas des chevaux. Cette partie-là. Cette partie que nous venons d'entendre, les chevaux en train de courir sur la neige avec les petits grelots. Donc je vous invite à réécouter cette rhapsodie si vous ne la connaissez pas bien. Et même si vous la connaissez bien, réécoutez-la. C'est toujours très agréable à écouter. Alors on va reprendre cette histoire de la Hongrie. Donc une histoire un peu lourde, bien sûr. Et puis elle va être intégrée dans l'Empire autrichien, l'Empire des Habsbourg, avec ce qui n'est pas simple pour la Hongrie, parce que son identité est un peu mise sous le boisseau, je pense. Et arrive le drame de la Première Guerre mondiale. Et là, c'est un véritable drame pour la Hongrie qui va se jouer. Oui, alors, juste avant, mais vous allez voir, on va malheureusement arriver dans ce drame. Après la paix de Karlowitz, qui est en 1690, la Hongrie, quand les Turcs se retirent, un tiers de la Hongrie est un désert. Ils ont annihilé toute la population. Toutes. Ils ont abattu les arbres fruitiers, ils ont empoisonné les puits, et pendant presque 100 ans, il n'y aura personne. Cette partie de la Hongrie, on a du mal à s'imaginer ça. Cette partie de la Hongrie, où il y a le lac Balaton, par exemple, va être repeuplée massivement, puisque c'est l'Empire austro-hongrois, par des Bavarois, mais aussi la Maison d'Autriche et dans les Flandres, et par des Flamands. Bien. Vous allez me dire, on est arrivé à la guerre 14, on va même arriver à la guerre 40. Ces gens qui portent un nom d'origine allemande. En 1944, Staline va déporter 300 000 femmes de force dans les mines du Donbass. Jusqu'en 1949, 150 000 vont mourir du typhus et sous les coups, uniquement parce qu'elles portaient un nom à consonance germanique. Voyez comment l'histoire des années 1700, 1800, où on repeuple effectivement la Hongrie avec des Souabes, des Bavarois, des Flamands, entre Dunkerque et Lille, comment 200 ans plus tard, 300 ans plus tard, ces gens sont victimes de leur nom. D'ailleurs, comme les Allemands de la Volga, oui. Durant la Seconde Guerre. Alors, effectivement, la Hongrie se trouve repeuplée. La Hongrie n'a de cesse que de vouloir une indépendance ou une autonomie. La France décide de se révolter, mais c'est une fois de plus, en 1848, ça met le feu dans toute l'Europe. Il y a une révolution en Hongrie en 1848. Cette révolution qui aurait pu l'emporter
l'empereur fait appel au tsar de Russie et les Hongrois sont écrasés. Il y a une statue à Budapest du général Bem. Bem, c'est un général polonais qui, avec 10 000 hommes, va résister d'une façon extraordinaire aux Russes. Néanmoins, la révolution russe, les Russes vont écraser la révolution hongroise dans le sang. Bien. Vous savez que la révolution, comme nous, la révolution de 1789, le 14 juillet, la révolution hongroise de 1848 est très, très importante. Il y a un poète qui s'appelle Petőfi, qui va écrire l'hymne hongrois. Bien. Et donc, nous allons arriver, il va falloir trouver un accord. François-Joseph, qui va régner 68 ans, va trouver un accord avec un avocat qui s'appelle Deák, Ferenc Deák, François Deák. Et il va y avoir le compromis de 1867 qui fait que ça va être maintenant un empire et deux monarchies. Deux monarchies, oui. Néanmoins, la Hongrie n'a pas une autonomie concernant les affaires étrangères et bien sûr l'armée. Et donc après l'attentat de Sarajevo, en 1914, elle va se retrouver entraînée dans la guerre par le jeu des alliances. Nous allons rentrer en guerre et cette phrase n'est pas de moi, c'est le suicide de l'Europe. C'est une guerre épouvantable où, bien sûr, les Hongrois se retrouvent du mauvais côté, entraînés malgré eux dans une guerre qui n'était pas vraiment la leur. Mais qui n'était pas la leur. Et du coup, ils vont le payer très cher parce que ça va être le traité de Trianon en 1920, et comme ils sont dans le clan des vaincus, la Hongrie va perdre une grande partie de son territoire, et notamment l'accès à la mer. Donc ça va devenir un pays enclavé. Oui. Ils vont perdre les 2/3 de leur territoire, ils vont passer de 21 millions d'habitants à 8,5 millions intramuros. 10 millions vont se retrouver en Roumanie, des autres vont se retrouver en Union soviétique, si je puis dire. Une ville qui s'appelle Oujhgorod, actuellement, en Ukraine, s'appelait Ungar. Et, par exemple, actuellement, l'an dernier, il y a encore 1200 hommes complètement d'origine hongroise qui ont été mis sur le front ukrainien pour lutter contre les Russes, dont plus de la moitié ont été tués tout de suite dans le premier mois. Donc l'histoire, il se retrouve toujours. Alors il y a bien sûr une partie qui est en Tchécoslovaquie, qui va devenir la Slovaquie maintenant. Une partie, ils sont dispersés, mais surtout ils perdent l'accès à la mer. Oui, c'est ça, surtout c'est l'accès à l'Adriatique et ça a des conséquences. Ça a des conséquences actuellement, puisque après le rideau de fer, ils sont complètement dans les bras des Russes, sous l'occupation des Russes. Alors justement, une fois qu'ils sont sous l'occupation russe, j'aimerais qu'on revienne sur la révolution de 1989, parce que les Français, nous avons tous dans les yeux Solidarnosc, la révolte de la Pologne, et le rôle très important, bien sûr, de la Pologne. Et on a tendance un peu à oublier de regarder du côté de la Hongrie. Or, la Hongrie, je crois, a joué un rôle important dans cette révolution calme, pacifique de 89 qui a abouti à la chute du rideau de fer. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le rôle de la Hongrie à ce moment-là ? Absolument. Je peux déjà vous rappeler qu'en 1956, il y a eu une fois de plus un soulèvement en Hongrie. Oui. À partir du le 22 au soir, ce sont les étudiants. 22 octobre au soir, ce sont les étudiants. Mais le 23 novembre, il y a, avec les étudiants, les ouvriers qui construisent des véhicules, des véhicules pour les Russes, des tracteurs, des autobus qui se soulèvent. Ce soir-là, la police politique, la police secrète, sans sommation, tire sur la foule. Il y a donc un mouvement. C'est là qu'on rappelle au gouvernement Imre Nagy. Imre Nagy, ça veut dire... Nagy, c'est le grand. C'est le nom. C'est comme ici, il y a des Français qui s'appellent Grand ou le Grand. Et puis, c'est un autre drame. Dans la nuit... Alors, le 30 novembre, les troupes soviétiques qui sont sur place fraternisent avec la population. Ils sont là depuis longtemps. Ils ne font pas de répression. Néanmoins, Mao Tse-tung intervient auprès du Politburo à Moscou
pour dire on ne peut pas laisser faire ça. Et dans la nuit du 3 au 4 novembre, rentrent en Hongrie environ 3000 chars, dont 1144 à Budapest, qui vont tirer à bout touchant dans les escaliers. Ça va être une répression dans le sang. Dramatique. Dramatique. Donc ils sont écrasés. Alors là, pour le coup, c'est on va dire des soviétiques, mais une fois de plus, ils vont être écrasés par l'occupant. Et donc, ça va être une occupation extrêmement dure, extrêmement difficile. Mais après 1956, il va y avoir un genre de libération, de libéralisation, je ne peux pas dire même des consciences, mais de libéralisation du régime, et les épouses vont pouvoir ouvrir un petit commerce en travaillant chez elles. C'est pour ça qu'il restait encore beaucoup de boutiques. Et donc, ces Hongrois aspiraient vraiment à la liberté, et donc ce sont les premiers qui vont ouvrir la frontière avant la chute du mur de Berlin. C'est les trains hongrois qui vont jouer un rôle important. Oui, et comme on va voir que ça se passe bien, que les soviétiques n'interviennent pas, ce mouvement va s'entraîner vers un autre pays, l'Allemagne naturellement. L'Allemagne, bien sûr, oui. Donc c'est important de se rappeler le rôle qu'a joué la Hongrie, et ça n'efface absolument pas, bien sûr, le rôle des Polonais, mais la Hongrie a joué un rôle, et donc je voulais quand même qu'on le rappelle. Alors, il nous reste que quelques minutes, je crois. Donc, je voudrais peut-être qu'on rappelle un petit peu politiquement, finalement, comment marche la Hongrie. Alors, on ne va pas rentrer, bien sûr, dans les détails politiques de la Hongrie. Je rappelle simplement que la Hongrie vient d'assurer la présidence tournante de l'Union européenne. Et c'est un système politique qu'on ne maîtrise pas très bien, puisque c'est un système de vote un peu particulier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a lieu le vote en Hongrie ? Oui, tout à fait. Parce que ça explique les choix. Alors, actuellement, le pays, bien sûr, il y a un président de la République, mais c'est un système un peu comme la Troisième République, chez nous. Donc, c'est le président du Conseil, donc c'est Viktor Orban, qui est le Premier ministre qui dirige la Hongrie, effectivement. Il a été réélu. Alors, il a fait un premier mandat de 4 ans, puis après, en tout, il a fait 5 mandats. Là, il vient de faire 4 mandats consécutifs, avec toujours plus de voix. Toujours plus de députés, et en général 70% de votants. Comment ça marche ? C'est un système législatif uninominal à un tour. Donc au départ, il y avait 386 députés. Vous voyez, c'est énorme par rapport à un pays de 10 millions d'habitants. Donc ça a été réduit à 199 députés. Il y en a 106 donc, au premier tour. Celui qui a le plus de voix et qui est élu, est élu. Est élu à la majorité simple. Il est élu. D'accord. Donc c'est vraiment de la démocratie directe. Donc il n'y a pas de compromis ou de compromission possible entre le premier et le deuxième tour. Voilà, pas de deuxième tour, donc ils sont élus. Alors ça, c'est 106. Après, le restant, c'est donc 93 députés. Donc c'est un système à la proportionnelle. Et dans ces 93 sièges, alors c'est réparti au plus grand nombre de voix. Mais il y a des sièges qui sont réservés pour les minorités nationales, à la condition que ces minorités nationales aient un certain pourcentage. Bien sûr, oui. Et ils peuvent obtenir des sièges. D'accord. Ah oui, donc c'est un système très particulier où on comprend bien que, effectivement, avec des votes à un tour, c'est le premier qui est élu. Voilà, c'est le premier qui gagne, donc c'est un système. On pourrait réfléchir s'il y avait un tour chez nous. Oui, ça changerait les choses. La donne. Bien sûr, ça changerait la donne. Donc c'est un petit pays, 10 millions d'habitants, la Hongrie. Oui. C'est un pays, vous l'avez rappelé, qui sur le plan économique est important. Sur le plan de la recherche, c'est aussi un pays qui, sur le plan culturel, est important. Il y a beaucoup des artistes hongrois. Peut-être il nous reste, je pense, il reste 2 minutes, donc tu peux en présenter un. Eh bien, en 2002, avec l'exposition Magyar qui s'était tenue au château de Villandry, qui avait accepté, j'avais fait faire sortir de Hongrie les impressionnistes hongrois, les peintres qui ont été très fortement
comment je vais dire, en lien avec les peintres français. Donc voilà, il y a, oui, au niveau de la production pharmaceutique, c'est très important. Tous les grands laboratoires y sont, Servier, Aegis, Ceva, Santé Animale, Sanofi, qui s'appelle Kinoi. Et il y a eu beaucoup de liens avec l'Institut des métiers et technologies de la pharmacie, qui a des liens avec eux pour des formations. Donc la chimie lourde est très présente en Hongrie, mais d'autres. On l'ignore, mais pour les routes, il y a la Colas, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises. En ce qui concerne la situation économique, quand on sort d'un pays communiste, c'est très, très difficile de redresser la barre. C'est très, très difficile. Oui. Ça, quand toute la structure est par terre, quand les gens n'ont plus l'habitude d'aller travailler, ou quand il y en a 3 qui travaillent, où il en faudrait un seul pour remettre ces gens-là, les remotiver, les faire changer d'un système, c'est compliqué. Ça a été compliqué, oui. C'est compliqué, c'est pas fini en fait. Et c'est pas fini, oui. Mais bon, la première, avant le Covid, ça s'est très bien passé. La Hongrie a remboursé complètement ses dettes du FMI. À partir du Covid, c'est plus compliqué, notamment pour l'inflation. Néanmoins, le taux de chômage est actuellement à 4,3%. Oui. L'endettement tourne autour de 72%. On pourrait en rêver. Oui, on peut en rêver. On peut en rêver, mais tout n'est pas parfait. Les équipements ont vieilli beaucoup. La Hongrie dépend énormément de la Russie pour le gaz. À 86 ou 87%. Les choix d'aujourd'hui, les choix politiques. Pour le gaz, pour le pétrole, et même pour l'électricité, plus que la seule centrale nucléaire et de conception soviétique est remis à jour. C'est une centrale Tchernobyl, c'est la même génération que... Et donc, ils dépendent complètement des Russes, sans accès à la mer. Alors, il y a une canalisation qui est en voie d'achèvement pour le gaz entre la Croatie et la Hongrie, mais elle ne va dispenser que 10% du gaz parce que c'est l'Adriatique, c'est des bateaux. Oui. Donc, on comprend bien que quand on est confronté à ce genre de situation économique, les positions peuvent varier. Les choix politiques sont difficiles. Il faut les assumer et c'est compliqué. Mais quand on comprend la situation, on les comprend bien. Dernière chose, la Hongrie n'est pas dans le système de l'euro. Ils ont toujours une monnaie qui s'appelle le forint. Écoutez, monsieur le conseiller, merci infiniment de tout cet éclairage sur la Hongrie. Je ne peux qu'encourager tous nos auditeurs à aller visiter la Hongrie. Moi, je garde un souvenir tout à fait agréable de Budapest, de Pannonhalma, le grand monastère martinien de Pannonhalma, qui était une âme de la résistance au monde communiste. Ils ont payé un très lourd tribut, d'ailleurs, à ça. Ouais. Donc, allez visiter la Hongrie. Et les bains, n'oubliez pas les bains, c'est merveilleux. Les bains qui quand même sont une conséquence de l'occupation turque. Oui, tout à fait. C'est une conséquence heureuse. Voilà, on finira avec ça. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à tous. À bientôt.